raconte, s'écoute, se lit et se regarde. On aurait mieux fait de fermer notre gueule, d'arrêter de réfléchir, de prendre nos instruments, de jouer plus, de jouer tout le temps, de faire des concerts même s'il n'y a personne, de pas râler s'il n'y a personne, de jouer parce qu'on aime ça. Pour le barman, s'il est tout seul, quoi. Et on était des stars mondiales du borinage, quoi. C'était n'importe quoi, mais on s'est bien amusé, quoi. Vraiment, c'était vraiment avec les concerts avec nos limites de décibels. Et donc, il faut pouvoir être l'homme dans notre homme artistiquement. Il faut pouvoir se fondre dans le désir de l'autre. Et je pense que plus on va vers un propos artistique avec des gens qui ont des choses à raconter, que ce soit le compositeur qui a des choses à raconter ou le réalisateur, plus c'est, je dirais, à la fois à haut risque, et quand ça marche, c'est d'autant plus magique. Je pense que j'avais un message en moi reçu, hérité, qui était que je valais pas la peine. Je vais évoquer quelque chose que j'hésitais à en parler dans cette interview, mais je pense que ça vaut la peine. C'est fascinant, parce que en fait, c'est une ouverture à des champs de conscience qui nous dépassent largement. On a débriefé plusieurs heures après. C'était pour moi un contexte parfait. J'étais en partie équipé, et personnellement, j'avais déjà expérimenté la trance, même si elle était beaucoup moins forte que ce truc. Et j'ai vraiment reçu un amour, c'est indicible. J'ai été baigné. Je leur ai dit, on est en train de me soigner. Dans ces moments d'émotion intense, quand la musique qui vient là me semble belle, ouais, ça a de la valeur, quoi. Raconte la rencontre. Voilà, je m'appelle Michel Dupré, je fais de la musique. Voilà, ça va? Comment est-ce qu'on fait de la musique quand on ne sait pas lire des partitions et qu'on ne connaît pas le solfège? Tout de suite, c'est un grand débat, ça. C'est très bien. Comment dirais-je? Bon, au départ, il y a des instruments de musique chez moi. Donc mon papa qui dirige une clique, comme on dit à l'époque dans le borinage, donc une fanfare en fait à l'école. Je suppose qu'il a dû convaincre la direction d'investir dans les instruments, parce qu'il y a un stock d'instruments de musique, des instruments de fanfare, donc il y a des instruments à vent, des flûtes, des clarinettes. Je me souviens aussi d'instruments à percussion, parfois un peu exotiques, un lance-quenet, c'est un instrument, un grand tambour breton, je pense, qui a un son très mat, comme ça, très mat, quoi. Ça sonne très animal, quoi. Il y a une peau, voilà. Et il les ramène parfois à la maison. Et donc, sans savoir en jouer du tout, j'ai chipoté. Forcément, c'est plus facile avec un instrument à percussion. Mais je me souviens aussi avoir eu en main un corps d'orchestre symphonique, quoi. Et cet instrument m'a marqué. Je pense que j'arrivais à peine à sortir un son, ou des trompettes aussi. Donc c'était vraiment mon premier contact. Puis on a eu rapidement un piano. Et moi, je ne suivais pas de cours, en fait. J'avais trouvé, comme j'avais de l'asthme, j'avais trouvé l'excuse, c'est que c'est une autre époque aussi, hein, la prof fumait en classe. Donc on est dans une époque absolument incroyable, où j'ai fait un cours et j'ai dit à ma mère, je ne peux pas y aller, la prof elle fume, ce qui n'était pas faux, mais c'était surtout pour me défiler. Et donc du coup, j'ai pas appris le solfège du tout, mais ma sœur, elle, bien. Et donc elle a ramené des partitions, elle travaillait beaucoup. Raconte la rencontre. Mais je m'attarde, c'est un truc qui je trouve ça, quand on est gosse, avoir un piano à la maison, tu peux pas t'empêcher de faire ça et d'essayer des choses, quoi. Mais je me suis vite retrouvé à jouer des petits morceaux d'oreille, en fait. Donc c'était décoder le truc. Je lisais aussi un tout petit peu la partition, c'était pénible. C'était un truc qui m'a toujours, ça m'a toujours repoussé, en fait, cette histoire de partition. Et donc, voilà, j'ai appris par moi-même, en essayant des choses. Je me souviens que déjà, à l'âge de 16 ans, je sais l'âge parce que c'est une discussion que j'ai eue avec ma sœur. Et je sais que je lui disais, mais il devait y avoir moyen de décoder, enfin, je disais pas décoder à l'époque, mais de trouver dans les chansons qui fonctionnent pourquoi elles fonctionnent.
parce que quand tu penses, après c'est quand même sidérant de penser ça à cet âge-là, mais ça me passionnait. Et donc j'ai commencé à composer, mais par contre, je ne montrais pas ce que je faisais. J'avais presque honte de ce que je faisais. Honte, c'est un grand mot, mais il y avait une intimité terrible, quoi. J'essayais, quand il y avait personne, de faire des 3 accords, me dire ça crée une petite mélodie en plus, et j'essayais vraiment. Puis ça a un peu disparu pendant plusieurs années, mais ça a été mon premier contact. Et toujours le piano, et voilà. Donc après, je pense que il y a un effet négatif du fait de pouvoir le faire, c'est que j'ai développé une sorte d'allergie totale, excessive, à ce qui semblait être des règles. Même quand plus tard j'ai fait du rock, j'avais du mépris, et je le regrette vraiment, mais j'avais du mépris pour les gens qui faisaient de la musique classique, avec des règles, l'harmonie, le contrepoint. Et cette allergie exagérée m'a privé pendant très longtemps du fait de m'y intéresser, chose que je fais maintenant. Pour essayer d'avoir un peu alors cette double casquette, cette inspiration qui peut venir de soi-même, mais développer l'oreille, c'est vraiment déjà, c'est une force. Ouais, c'est sûr. Pas rentrer dans des carcans, peut-être. C'est clair. Bon, j'ai des copains compositeurs qui me disent que j'ai une sorte de liberté de ton. C'est une force et c'est une faiblesse, parce que si on reste juste avec de l'intuition, alors oui, on peut paraître plus libre parce qu'on n'a pas été formé, mais on manque peut-être aussi de culture, cruellement. Même si j'ai écouté pas mal de musique, mais n'empêche que ne pas avoir le nez dans les partitions, ne pas le décoder, ça crée autre chose, quoi. On peut décoder les partitions d'oreille, on peut décoder une musique à l'oreille. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi plus tard dans la pop. J'ai travaillé beaucoup ça à l'oreille au début de l'informatique musicale dans les années 90. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, énormément. C'est de travailler à essayer de rejouer à l'oreille des œuvres complètes. Mais je pense que les deux sont importants. Raconte la forme avec le fond. Dis-nous alors concrètement comment ça se passe la création musicale pour toi, avec ce qu'on a évoqué, les différentes armes que tu possèdes maintenant. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui se passe quand on compose? Je pense qu'on entend. Alors il y a deux choses. Je pense qu'il y a 2 axes. Le premier, c'est une vraie mélodie qui vient, une suite d'accords, quelque chose, un propos, vraiment du contenu musical qui vient dans l'intimité. J'essaie de pas dire la pensée, parce que la pensée, qu'est-ce que c'est? C'est très associé au cerveau conscient, rationnel, cognitif. Je pense que ça vient d'un autre champ de notre mécanisme intérieur. Mais en tout cas, ça, c'est une première chose, c'est une possibilité, c'est que ça vient de l'intérieur, en fait. Et puis après, ce qui est pratique aussi, très, très agréable, c'est de jouer, en se laissant jouer comme une écriture automatique, sur un piano, par exemple, mais ça pourrait être sur une guitare ou n'importe quoi. Et c'est de capturer les incidents, les accidents, les trucs qui sont pas voulus. Et donc là, ça consiste plutôt à, un peu comme on pourrait jouer de l'impro au théâtre, et de s'arrêter quand ça devient bien, par exemple. Alors avec la technique moderne, c'est facile de s'enregistrer, et puis de conserver on peut par exemple improviser pendant un quart d'heure au piano, puis les passages intéressants, les retravailler, les reprendre, et là, le travail conscient peut commencer, le travail et le va-et-vient constant entre la conscience et le lâcher-prise va être permanent. Donc on est à la fois dans un travail intellectuel et puis un travail organique qui nous échappe. Et je pense que c'est la capacité à faire ce va-et-vient, soit en laissant faire le processus, soit en décidant, là je déverrouille, soit je me concentre et je radicalise un peu les choses. Je pense que c'est ça qui fait qu'on peut être à la fois productif et créatif et dans le plaisir, surtout. Avec les contraintes imposées, ouais. Ça dépend aussi évidemment de ce qui vient du dessus. Oui, c'est ça, exactement. C'est alors là, forcément, autant ma première réponse a plus ou moins trait à la composition générale. Mais après, le compositeur à l'image, comme tu le dis, signifie travailler pour quelqu'un. Donc, c'est se faire un peu comme au Moyen-Âge, la cérémonie de l'hommage. Le vassal, le suzerain. Donc, le vassal se faisait l'homme d'un autre homme. L'hommage, l'origine étymologique de hommage, c'est ça. C'est se faire l'homme d'un autre homme. Alors, je ne veux pas dire que les femmes ne font pas partie du processus, mais
notre langue française est restée avec l'homme. Et donc, il faut pouvoir être l'homme d'un autre homme artistiquement. Il faut pouvoir se fondre dans le désir de l'autre sans s'oublier. Il faut apporter aussi sa patte, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est ce jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre qui est délicat parce que il peut nous mettre à rude épreuve. Si ça marche pas, si on se fatigue, on peut vraiment toucher le fond quand ça fonctionne pas, parce qu'on est dans un processus d'épuisement qui doit certainement être proche du burn-out quand ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas s'entêter quand ça ne marche pas, aussi bien de la part du commanditaire que du prestataire, parce que c'est tellement délicat. Il faut être dans la joie, le plaisir, en travaillant pour quelqu'un d'autre. Et ça marche uniquement à certaines conditions, avec certaines personnes. Il faut qu'elle s'ouvre peut-être cette personne déjà pour que tu puisses essayer de comprendre, parce que parfois les mots ne suffisent pas et que tu peux parfois endosser une sorte de rôle de psychologue pour rentrer dans la tête. Oui, je pense effectivement ça peut. Même si je crois plus à l'aspect charnel, immédiat, inconscient, qui lui dépasse de la relation entre un réalisateur et un compositeur. C'est un vaste sujet, je pense. Oui, le réalisateur peut avoir de la souplesse, il peut pas en avoir. Ça peut pas être un problème, ça peut être un problème. Je me rends compte que j'aurais fait une réponse de Normand totale, mais c'est difficile de dire autre chose sans rien oublier, parce que c'est... Je pense qu'autant le réalisateur que le compositeur vont chercher la magie. Donc, c'est cette rencontre privilégiée qui fait que tout d'un coup, ça fonctionne, quoi. Tout d'un coup, ça marche... tout roule, on se comprend un peu, enfin, on peut comparer ce duo à un couple. S'il faut tout expliquer dans un couple, pourquoi j'ai mis l'assiette là, pourquoi je vais ou pas faire pipi la nuit, ça marche pas. La part de non-dit doit rouler, sinon c'est la catastrophe. Voilà. Et ça, ce sont les rencontres humaines, artistiques, des cultures un peu similaires, différentes, peu importe, c'est la rencontre ou pas rencontre. Et je pense que plus on va vers un propos artistique avec des gens qui ont des choses à raconter, que ce soit le compositeur qui a des choses à raconter ou le réalisateur, plus c'est, je dirais, à la fois à haut risque, et quand ça marche, c'est d'autant plus magique. Je pense que si jamais on est dans un domaine un peu plus de travail à l'image industrielle en pub ou quoi, peut-être que c'est... plutôt de la virtuosité de comprendre plus rapidement, etc. C'est peut-être un peu moins, la rencontre est peut-être un peu moins importante. S'il y avait des rencontres magiques quand on travaille dans le pub, je pense que ça marcherait pas souvent. Donc on peut aussi devenir une sorte de virtuose de la rencontre, dans le sens où on peut apprendre à comprendre ce que le réalisateur veut, effectivement. Mais je pense que rien ne remplacera l'authenticité, le fait de pas se forcer, parce que ça marche et que c'est comme ça, on y est pour rien. Ça marche. Et quand ça marche pas, on n'y est pour rien non plus. C'est dur, parce qu'il faut réussir à ne pas le prendre pour soi. Mais ça fait partie du métier, quoi. Et comment tu le vois quand ça ne fonctionne pas? Une histoire, un souvenir que tu as d'un moment où tu dis putain, non, ça va pas là? Je pense que dans les moments où ça n'a pas marché, où les projets n'ont pas abouti, ou en tout cas j'ai pas embarqué dans le projet, par exemple, c'est parce que alors j'ai pas les raisons, mais je pense que je savais tout de suite que ça ne marcherait pas. C'est comme en amour, pareil, le premier contact, mais pour des raisons par exemple pragmatiques, économiques, j'ai besoin de travailler, ou bien parce que le projet en soi me plaît, mais bon, peut-être que le réalisateur, ça colle pas spécialement, on s'entête quand même. Ou alors l'inverse, super projet, super réalisateur, le contact est génial, mais le projet, est-ce qu'il me parle, ce projet? De quoi il parle? Est-ce que ça me mobilise à l'intérieur? Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce que j'ai envie de faire de la musique sur ce truc? Et quand on commence, on n'a pas encore beaucoup de travail, je pense que on y va, quoi. Et parfois ça passe, et parfois ça ne passe pas. Plus on avance, plus on peut se retrouver à faire des projets peut-être qui nous collent mieux, ou peut-être en refuser certains aussi, ça peut. Le média Game Changer, multiples thématiques. Tu dis vouloir raconter évidemment quelque chose avec la musique. Comment est-ce que la musique, par exemple, peut exprimer
de la politique, parce que tu as dû le faire. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière la politique? Il y a des histoires humaines. Il y a des histoires de cœur, il y a des croyances, il y a des mouvements de l'âme. La politique en soi, à mon sens, effectivement, elle n'est rien d'autre qu'un processus dans lequel les humains mettent des choses. Et c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on raconte? Cet homme politique finit sa vie comme ceci, comme cela. Il a vécu ça m'inspire quoi? J'ai envie de donner quoi à ce personnage, même s'il est réel en documentaire. J'ai envie de raconter quoi? C'est toujours la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte, quoi? On peut faire de la musique pour de la musique, et on peut être engagé comme auteur, je pense, vraiment. Ça m'est arrivé de faire une musique pour rien, sans but, et qu'elle plaise à quelqu'un, qu'elle se retrouve dans un film, par exemple. Donc c'est assez agréable. Ça veut dire qu'on n'a pas fait la musique pour le film. Donc tout d'un coup, là, on fait un hold-up sur le métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la musique à l'image. On a fait de la musique, tout court. Et ça fait d'ailleurs une partie de mes projets pour la suite. J'ai très envie de refaire de la musique beaucoup, beaucoup, beaucoup en dehors des commandes. Parce que c'est bien de travailler, comme on disait, pour quelqu'un, de faire l'homme d'un autre homme. Et comme c'est compliqué parfois de rester avec juste son propos à soi, c'est logique. Il y a une rencontre, chacun va faire un pas vers l'autre. Je me dis, mais si jamais j'ai pas de commande, qu'est-ce que je fais comme musique? En fait, je sais pas répondre à la question. J'ai 56 ans, je ne sais pas. J'ai bien une petite idée, mais elle est très floue. Mais qu'est-ce que je fais comme musique si jamais on me demande pas de faire de la musique? Est-ce que t'en fais, déjà? Non. Non, c'est une très bonne question. J'en ai fait. Non, mais c'est une nouvelle étape de ma vie, c'est certain. C'est que je vais refaire de la musique pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire juste sans qu'il y ait de demande. C'est assez grisant et presque paniquant, parce que qu'est-ce que je vais faire? J'en sais absolument rien, en fait. Peut-être revenir donc à l'enfance, à l'adolescence, où tu as découvert le hard rock. Il y avait une mouvance, un monstre, il y avait quelque chose. Oui, ça bougeait beaucoup. Il y avait des concerts, il y avait Mons, le Borinage, plein de groupes de hard, heavy metal, et tout ça, effectivement. Enfin, c'est plutôt la post-adolescence pour moi. Enfin, 17-18 ans, j'ai découvert cet univers-là. Et c'est quelque chose qui était fascinant parce que moi, donc il y avait ce climat à la maison avec un piano, même 2 petits pianos droits, parce qu'à la fin j'avais mon piano aussi. C'est des trucs un peu pas totalement accordés, mais il y avait ce climat à la maison de musique classique un peu avec mon papa qui donnait cours de musique aussi et il donnait cours d'histoire de la musique. Donc il donnait pas cours de musique, ça c'était intéressant. Donc la composition de l'orchestre symphonique, tout ça. Et tout d'un coup, paf, je tombe sur des copains. Je me fais des copains qui, eux, font de la musique intuitive, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il n'y a pas question d'avoir des partitions, pas question de... Voilà. Et c'était une autre tranche de ma vie. J'ai énormément appris à ce moment-là. J'ai beaucoup appris, notamment dans le son, dans la capacité à enregistrer, parce que avec un ami à l'époque, on a créé un studio d'enregistrement. Et donc, on a appris beaucoup de choses dans les milieux pop, rock, hard rock, heavy metal, thrash, mais aussi variété. On a fait de la variété aussi. C'était super. Moi, j'ai découvert à l'époque, ce que j'aimais bien, c'était faire de l'arrangement, par exemple. Donc, c'était prendre une musique avec un chanteur qui a juste sa composition à la guitare et faire tout l'habillage. Ça, c'est quelque chose que j'adorais. C'était, en fait, je voyais bien que je pouvais apporter quelque chose à la composition en la respectant. Donc, je gardais la même grille d'accords, je touchais pas une ligne de la mélodie. Mais avec les instruments, l'habillage que je faisais, j'apportais. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais. Et que j'aime toujours faire maintenant. Tu dis qu'il y avait donc une mouvance, beaucoup de concerts, de groupes. Oui, comment ce Mons des années 80 Ouais, c'est ça, je suis bien. Attends, c'est quoi? C'est 85, ouais. Moi, je pense que je découvre cet univers-là en 1985, dont j'ai 18 ans, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de groupes, on est tous plus ou moins copains, tous plus ou moins en rivalité, parce que nous, on a eu 30 personnes et ils ont eu que 20. On rigolait beaucoup parce on était les stars mondiales du borinage, quoi. C'était n'importe quoi, mais on s'est bien amusé, quoi. Vraiment, c'était vraiment avec les concerts avec nos limites de décibels. Moi, je me souviens
de jouer avec un groupe, mais on était à plusieurs groupes, et donc l'ingénieur du son m'appelle il m'appelle à la table de mixage, et il me dit, il me passe le casque, parce que c'était en plein concert, quoi, ça gueulait partout, et il me passe le casque, et il me branche le bassiste du groupe, je ne sais même plus qui c'était, et il me dit, ma machine à laver, elle fait un meilleur son. C'était à mourir de rire, ça faisait un boucan pas possible, et voilà. On se démerdait avec ce qu'on avait, et on était très proche de la culture américaine, des gros groupes, Scorpions à l'époque, tout ça. Voilà, c'était la mouvance, rock. Bah, t'aurais même pu aller un peu plus loin, t'aurais pu faire carrière, ça. Bon, on a essayé, mais j'ai des souvenirs très, très, très mitigés de cette époque, parce qu'on avait vraiment on s'est trompé de chemin, je pense, avec ce groupe. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Mais il y a un groupe qui était le plus prometteur, je dirais, en termes qui s'appelait 69 à l'époque. Et qui était un groupe avec beaucoup de créativité. On était dans un axe rock dur, mais pas que. Je pense que musicalement, on pouvait à la fois être dans un glam rock très convenu, et à la fois, parfois, on sortait du registre. On était proche d'un peu des choses comme Mr. Big, etc., des groupes de l'époque. Et on aurait vraiment pu aller plus loin, je pense. Mais je pense qu'on s'est trompé, parce qu'on a commencé à se dire comment est-ce qu'on fait pour réussir. On a commencé à se poser la question. Ça a commencé à nous occuper la tête beaucoup. Mais vraiment, et c'était légitime, c'est pas mal de faire ça. On fait de la musique, on se dit comment on pourrait faire pour réussir, en fait. On avait 20 ans, 22 ans, je sais pas, 25 pour certains, pour les plus âgés. Mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur, j'en suis persuadé maintenant. On aurait mieux fait de fermer notre gueule, d'arrêter de réfléchir, de prendre nos instruments, de jouer plus, de jouer tout le temps, de faire des concerts même s'il n'y a personne, de ne pas râler s'il n'y a personne, de jouer parce qu'on aime ça. Pour le barman, s'il est tout seul, quoi. Et on n'a pas fait ça. On a commencé à réfléchir, à se poser des questions, et le groupe, en fait, il est parti en vrille. Enfin, il s'est dissous. On ne s'est pas disputé. C'est juste que à un moment donné, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il faut faire? En fait, il faudrait aller aux États-Unis. Ok, allons aux États-Unis. Ouais, c'est là que ça se passe. Et puis on s'est dit, oui, mais moi j'ai une gonzesse, mais moi j'ai un crédit hypothécaire. Et ça a fait, oui, mais donc si on ne sait pas le faire, on ne saura jamais réussir. Et je te jure qu'il y a eu un virage à ce moment-là qui était celui-là, c'est de se dire, parce qu'on a trouvé que la suggestion d'un des nôtres dans le groupe était pertinente. Il avait raison. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait partir, tout quitter et partir là où ça se passait. Notamment parce que, et ça c'est vrai, il n'y a pas de scène en Belgique. Il y avait des petits cafés dans lesquels on était, et puis il y avait des grosses scènes quand tu avais un tourneur, puis tu avais déjà t'avais marqué des points dans le business, quoi. Mais entre les deux, il n'y a pas de scène intermédiaire. Il n'y a pas une tournée des clubs possible où tu peux te faire les dents, où tu peux te faire un public. Ou alors c'est tout petit. C'est les cafés du coin, t'as une palette pour la scène, tu fais quelque et voilà, c'est tout petit, quoi. Et donc cette idée de se dire, il faut aller là où ça se passe, elle pouvait avoir du sens, mais par contre, ça nous a, le fait de ne pas le faire, on s'est dit, alors, ça marchera pas. En tout cas, c'était mon vécu de l'époque. Peut-être que si on partageait ça avec d'autres du groupe, ils seraient pas d'accord, mais c'est comme ça que je l'ai analysé, que je l'ai vécu. Et puis ça a fait ouf. Et donc tu laisses la basse de côté? Oui, j'étais à la basse et à la batterie, enfin ça dépendait. Dans quel groupe, à l'époque. J'étais à la section rythmique, voilà, c'est le truc qui me passionnait. Et puis je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu fais alors, hein? Il y a cette Mais j'arrête tout. J'arrête toute la musique. Tu arrêtes toute la musique. Toute la musique, ouais. C'est quand ce groupe s'est arrêté, moi j'étais déjà plus trop motivé. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai arrêté la musique à cet âge-là. J'avais quand même déjà à ce moment-là plusieurs années plus tard. Je pense que je devais quand même avoir 25, 27 ans, un truc comme ça. Et donc on avait fait quand même pas mal de chemin. On avait ouvert notre magasin de musique, le studio d'enregistrement. Enfin, on avait fait des trucs qui fonctionnaient sur une jambe. Voilà, mais on bougeait, quoi. Et mon ami Richard est associé à l'époque. Lui, il est parti en France, puis il est allé s'installer avec sa famille en Thaïlande. Et moi, j'ai décroché de ça. Ça m'amusait plus, en fait. Je trouvais plus mon compte. En plus, je travaillais pas mon instrument. Vraiment, il y avait un problème de motivation profonde. Donc, j'évoluais plus. Et je suis passé à autre chose. J'ai fait du jeu de rôle, grandeur nature.
c'est devenu ma nouvelle passion. J'ai créé une ASBL avec des potes. On a créé ça. On a forgé un truc qui organisait des jeux dans des châteaux pendant 3 jours. On louait un château fort. Du live. On faisait du live. On appelait ça du théâtre aventure, nous. On faisait un peu différemment. Et voilà, donc. Et puis j'ai trouvé un travail parce qu'il fallait quand même 27 ans. Je suis devenu magasinier. Pourtant, tu aurais voulu devenir astrophysicien. Exact. Je me suis bien renseigné. En fait, quand j'étais en réto, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je pense que c'est un peu normal. En fait, certaines personnes le savent peut-être très nettement ce qu'ils veulent faire. Mais moi, j'hésitais entre créatif publicitaire ou astrophysicien. Donc, rien à voir. Genre, l'hésitation, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais pendant ce temps-là, je faisais de la musique. Hein, donc, mais impossible de me dire que j'allais en faire un métier. Voilà. Et donc, j'ai hésité longtemps, genre 6 mois. Je pense qu'on a 18 ans, hésiter 6 mois, c'est très long. Mais je me suis dit, est-ce que je fais la création publicitaire? C'était excitant. Je me disais, putain, ouais, créatif, ça m'attirait. Et en même temps, l'astrophysique, ouais, l'univers, tout ça, machin, la Polytech, c'était un peu prestigieux, tu vois. Du coup, j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai fait Sciences Éco. C'était n'importe quoi. Et pour une raison extraordinaire, c'est que l'UNIF était tout près de chez moi. Donc, genre, il n'y a pas plus mauvais choix. Mais je pense que j'étais totalement en vrac à l'époque. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être conscient, avoir un chemin, faire des choix. C'était totalement en vrac quand j'y repense. Voilà. Donc du coup, j'ai fait 1 an de Sciences Éco. Je pense que je voulais prouver à moi, à mon entourage direct à l'époque, il y avait pas mal d'universitaires. Je voulais prouver que je pouvais réussir 1 an. C'est ce que j'ai fait. Et puis la seconde année, j'ai passé avec la bourse d'études, j'ai acheté ma batterie. Voilà. Ça ne se fait pas. Bon, j'espère que je ne vais pas risquer la tôle pour ça, mais donc voilà, j'ai fait ça. J'ai passé les codes de présence en bonjour parce que sinon la bourse elle était remboursable. Donc j'ai passé mes codes de présence à la fin. C'était un crash total. Je sais déjà pas comment j'ai réussi en première candie. Hein, je ne sais pas. Voilà, peut-être que j'aurais pu faire une carrière d'économiste en bourse, tout à fait mon profil. Je ne sais pas. Voilà, du coup, voilà. Et du coup, avec cet ami, on a ouvert un magasin de musique. Et là, autre erreur. J'ai vraiment sincèrement cru qu'en ouvrant un commerce d'instruments de musique, j'allais devenir musicien. La question ne s'est pas posée. Je me suis dit, ah ouais, c'est quelle idée, ouais, génial. Ouais, sauf que quand je me suis retrouvé derrière un comptoir et qu'il fallait servir des gens, ça me faisait chier. J'avais rien à leur dire. En plus, j'étais trop éthique. Et je me souviens, j'ai raté des ventes énormes parce que le mec, il arrivait, il voulait une guitare super chère. Il disait, je veux celle-là parce qu'elle est belle, elle est rose. Et je disais, mais tu m'as dit que tout à l'heure que tu voulais une guitare avec un son plus... Je dis, peut-être une Gibson serait mieux, tout ça, que la Fender rose, là. Donc... Et il dit, mais non, elle est bien rose. Et tu vas pas aimer. Ouais, et puis le mec, il partait. J'étais pas du tout commerçant. Et par contre, grâce à ce magasin, on a acheté un ordinateur et l'informatique musicale m'est tombée dans les mains. Et ça, c'était... Wow, c'est quoi ce truc? On peut faire pouet-pouet, ça reste pouet-pouet dans l'ordinateur, et on peut faire une deuxième couche qui fait piglic, ça fait pouet-pouet, piglic, et c'était juste magique, avec des sons... le début du sampling, le début des sons digitaux, un son de basse, bang, tu dis, oh putain, ça sonne vraiment comme une basse, tu vois, c'était une claque. Et là, je pense que j'ai loupé un truc. J'aurais pu continuer ça. Peut-être arrêter les groupes, mais continuer ce truc-là. Les arrangements, etc. Mais j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, et pendant 15 ans, j'ai plus fait de musique. Voilà. Et le travail à ce moment-là, parce qu'il y a eu pas mal de boulots différents, hein, tu trouvais ton compte? Non, non, évidemment pas, non. Je me retrouvais pas dans aucun des boulots que je faisais, magasinier, bidule, truc, des petits boulots courts, des petites missions, des intérims, des longues périodes de chômage, énormément de chômage, mais j'avais aucun sens des réalités, hein, aucun. J'étais d'une immaturité, mais totale. Ça avait un contexte favorable qui permettait de ne pas mourir de faim, mais c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et ça a été, comment dire, je n'ai plus la chronologie en tête, mais il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a d'abord eu une grosse séparation
qui a été marquante pour moi, pour ma compagne à l'époque aussi. C'était très, très douloureux, vraiment très dur. Et en même temps, à cet âge-là, j'avais quel âge, pas 35 ans, 34 ans, ça a été un virage majeur pour moi. Parce que j'ai un peu découvert la vie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé seul. J'ai commencé une psychothérapie, parce que c'était bien nécessaire. Puis j'ai trouvé un boulot plus stable chez un ami avocat. Ça m'a sauvé la vie, ça. Parce que ça a rendu tout possible. J'ai pu prendre un appartement. J'ai pu payer ma thérapie. Et ça m'a donné un cadre de vie aussi, avoir ce travail. Donc, secrétaire d'avocat, j'ai fait des virements. On s'est bien amusé. En fait, c'était une chouette équipe. J'ai fait ça 6 ans et demi quand même. Au départ, je rentre pour faire 1 mois. Il me demande, tu connais pas quelqu'un qui a une bonne orthographe? Je lui dis, ouais, c'était bien, je te rappellerai. Puis je me dis, mais peut-être moi. On avait été tous les deux chez les jésuites, donc on avait une bonne orthographe. Et donc je lui rappelle en disant, mais qu'est-ce que tu penses de moi pour 1 mois? Ça pourrait me dépanner financièrement. Et puis il me dit, bah ouais, bienvenue, mais t'as pas le profil, hein. Tu vas te faire chier. Et je dis, bah ouais, mais non. Et en fait, non. Et après 1 mois, je dis, bah, on peut pas rester un peu? Il me dit, ouais, si. Et puis après 6 mois, il m'a dit, bon, là, tu sors de la période d'essai. Tu veux rester, vraiment? T'es peut-être bienvenu, mais tu restes alors. Ah ouais? Et j'ai fait ça 6 ans. Voilà. Mais ça m'a permis de me construire. Et j'ai fait du théâtre amateur. Parce que je voulais être comédien aussi. J'ai pas dit ça, mais voilà. Et ça a été aussi la charnière suivante. C'est qu'en faisant du théâtre amateur, je me suis retrouvé dans Ouget Théâtre, un théâtre local ici, qui était un très très bon théâtre amateur, notamment parce que, bon, les comédiens, je pense qu'on n'était pas mauvais, mais c'est surtout que le théâtre avait la bonne idée de faire venir un metteur en scène professionnel pour chacun des spectacles. Et ça a changé la donne parce que, d'abord, on a appris énormément. Forcément, tu travailles avec un pro, c'est extraordinaire, le mec qui te guide, c'est autre chose que si toi, ou un de tes potes prend la pièce en main. C'est qu'il a une mission didactique, il te forme, et puis il est exigeant avec ses comédiens amateurs, comme s'il était avec des pros. Donc c'est génial, quoi. Et puis la regrettée directrice qui décidait maintenant, Geneviève Chevalier, s'était liée d'amitié avec un dramaturge parisien, Roger Haïm, ouais, c'est ça, qui écrivait des pièces à Paris, jouées par Lucchini, tout ça. Il a mis en scène tous ces gens-là. Et il est venu mettre en scène sa pièce, en fait, à Mons. Enfin, même pas à Mons, à Couem, quoi. Enfin, Framery. Et le hasard a fait qu'un jour, il est venu chez moi parce qu'il venait me chercher parce que j'avais pas de bagnole. Et ils ont vu qu'il y avait un clavier qui était posé sur un mur. Ils savaient plus, complètement désaffecté. Moi, c'était de mon ancienne vie. J'avais gardé le clavier d'un copain, c'était même pas le mien. Et il me dit, tu étais musicien? Je dis, non. Enfin, oui, je dis, j'étais musicien avant dans les groupes rock, tout ça. Il me dit, tu veux pas faire la musique de la pièce? Je dis, la musique de la pièce? Mais je fais plus de musique, moi, j'en fais plus. Il dit, en plus, tu me connais pas, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et il me dit, je t'ai vu comme comédien, ça va le faire comme musicien. Je dis, putain, c'était quoi? C'est une proposition énorme, parce qu'en plus, c'était me faire confiance, et moi, j'étais pas habitué à ça. Je sais pas si on peut y revenir sur le chapitre de la confiance en soi. Mais c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai vite appelé un pote, dont c'était le clavier, d'ailleurs, mon pote Robin, et je lui ai dit, au secours, il faut qu'on monte un ordinateur rapidement, j'ai un truc là, il faut faire la musique d'une pièce. Ah bon, d'accord, machin. Et on a sorti des vieux racks des années 80 qu'on avait trouvé dans stock d'un truc pourri. J'ai monté un système bancal avec un ordinateur plus ou moins qui fonctionnait. Et j'ai fait la musique de cette pièce avec l'aide de mon pote. Il a fait quelques morceaux dessus, on s'est amusé. Et le metteur en scène a aimé ça. Et moi, ça a été une première déstabilisation, machin brol. Donc, on a acheté un ordinateur que mon pote m'a conseillé. Prends ça, ça va tourner. Et là, j'ai découvert que en 15 ans, il y a un TGV qui était passé. C'était le développement à technologie. Et que maintenant, on avait un orchestre symphonique extrêmement réaliste sous le bout des doigts. Donc, on pouvait très bien charger des plugins, des sons virtuels d'une qualité
que moi je connaissais pas dans les années 80-90 et qui tout d'un coup te permettait de concevoir des musiques extrêmement réalistes. Et là, c'était un vrai choc, vraiment. Et là, je me suis dit, je travaillais encore chez mon ami avocat à ce moment-là, et ça a été une révélation totale. Presque biblique, c'est allé dans le sens où j'étais assis derrière mon clavier, j'ai eu des frissons qui se sont emparés de mon corps, j'ai pleuré, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Raconte, le média intimiste, mais pas indiscret. Donc là, on a une sorte de tournant, hein, tu sens que ce que tu veux faire. Pourtant, tu as déjà fait beaucoup d'art. Hein. Il y a le musicien, il y a l'acteur, donc les jeux de rôle, le compositeur, mais sans confiance en toi, que tu dis. Hein. Ouais. Donc c'est une façon de se cacher à travers l'art. Oui, je pense vraiment que c'est une manière de se cacher. D'ailleurs, mon psy me disait ça. Il disait, tiens, vous faites du théâtre. Ok. Est-ce que ce serait pas par hasard, vous êtes sur scène, prenez un personnage, est-ce que vous vous cachez? Et c'était une des questions qui était pas bateau du tout, qui était pertinente, parce qu'effectivement, j'essaie d'être spécifique avec ces choses qui sont très, très délicates à exprimer. Quand tu fais... je pense que je pourrais qualifier ma vie de bâton de chaise. C'est une vie qui part en tous les sens, je touche à tout, j'essaye des trucs, machin brol. Effectivement, ça pose vraiment question. Notamment dans le fait de ne pas accomplir un projet. Ou que si j'accomplis un projet, il est uniquement collectif. Et donc je ne suis pas totalement devant. Notamment les jeux de rôle. C'était des entreprises qui ne pouvaient fonctionner que... On était une dizaine de personnes dans l'organisation, puis une trentaine dans une organisation étendue, et puis il y avait 150 joueurs, une cinquantaine d'animateurs. C'était des trucs collectifs, quoi. Mais je pense que j'avais absolument pas la capacité d'assumer ce que j'étais. Pour faire un gros raccourci, et peut-être pas tant que ça, je pense que j'avais un message en moi reçu, hérité, qui était que je valais pas la peine. Je pense que je suis pas le seul dans le cas. C'est un message qu'on reçoit de différentes maltraitances, sans qu'elles soient extrêmes, hein, mais qui font que on se construit sur de l'insécurité, sur le fait qu'on n'est pas à sa place. On ne sera jamais à sa place. On va courir après un amour qu'on n'aura jamais. Courir après le fait d'être entouré par des parents aimants qui seraient épanouis. Et si c'est l'inverse qui se passe, comme c'était un petit peu chez moi, ou quand je dis un petit peu, c'est pour nuancer, mais mes parents, quand ils se sont rencontrés, leur vie s'est arrêtée. Si je devais être un petit peu radical dans mon propos. En fait, j'ai vu des photos de ma maman quand elle était jeune, avant de se marier, resplendissante. Un rayon de soleil souriant, une photo au ski en Suisse, tout ça, enfin, extraordinaire. Mon papa, droit, bel homme. Puis ils se rencontrent et en quelques mois, allez, en 2 ans maximum, donc le temps juste que ma sœur et moi en naissent, ils sont démolis. Mais démolis, hein. Donc ma maman, elle se courbe, comme ça, elle devient colérique, hystérique, elle a des rages terribles à faire trembler la maison. Mon père, lui, il s'éteint complètement, il implose totalement. L'implosion, c'est, je pense, ce qui caractérise le mieux. Et qu'est-ce que des enfants, ma sœur et moi, peuvent recevoir comme message de la part d'êtres qui sont dans des vies, chacun de leur côté, où ça se passe, je sais pas comment exactement, mais ça se passe globalement pas trop mal. Et tout d'un coup, c'est l'enfer pour eux. Leur vie s'arrête. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux quand t'es enfant, que tu reçois là, comme truc? Je pense qu'on n'a pas idée. Et j'ai creusé beaucoup le domaine, mais en parlant, j'ai encore de l'émotion parce que je mesure pas l'ampleur des dégâts qu'on crée chez un enfant en le faisant éclore ou l'empêchant d'éclore, et sans qu'il y ait une méchanceté. Il n'y a pas de volonté de détruire, mais il y a une incapacité à faire fleurir. Et ça, c'est criminel. Et ça ressentait comment au quotidien? Je veux dire, il ne donnait pas confiance en tes capacités, c'est dans cet esprit-là? Oui, c'est ça. Je pense que t'es rempli de doutes, tu t'oses pas. Et quand tu fais, t'es toujours dans un excès, t'es pas juste. Tu
tu deviens hystérique quand tu fais des trucs, tu vois, t'as un enthousiasme et qui t'impressionne de l'extérieur. Les gens disent, oh, putain, ouais, il a l'énergie, ouais. Mais en fait, t'es juste en train de courir après un truc. La reconnaissance, tu fais toujours les choses pour les mauvaises raisons. Tu sais pas faire les choses pour ce qu'elles sont. Tu les fais pour retrouver de l'amour que tu ne sais pas que tu cherches, en fait. Et donc, t'es un moteur inconscient qui est là, un gros truc qui te pousse à faire plein de choses pour recevoir de l'amour, mais tu le sais pas. Et tu crois juste que t'es généreux, que t'es dans un mensonge total, quoi. C'est terrible, en fait. Hein. Et donc, quand les grosses claques arrivent, quelles qu'elles soient, là, il faut s'arrêter, quoi. Enfin, je pense que moi, je me suis arrêté. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas, j'en sais rien, mais moi, je me suis arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, j'ai fait ce que en fait, moi, faire une thérapie, j'y pense depuis que j'avais 18 ans. Hein. Je suis pas sûr que c'est normal, courant. Pas normal, mais c'est pas courant peut-être à 18 ans de se dire, je ferais bien une thérapie. À l'époque, je me disais, ouais, est-ce que j'ai envie de me connaître, c'est cool, c'est chouette. Mais je pense que je sentais bien qu'il y avait un problème, quoi. Et donc, à 35 ans, j'ai commencé ça. Il y a un déclic? Ouais, le déclic, pour moi, c'était lent. C'était une sorte de dépression. C'était un mal-être total. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça s'use, ce truc. Et à un moment donné, où le fait de se heurter à des insatisfactions perpétuelles, c'est pas aussi simple que ça. C'est plutôt qu'à un moment donné, il y a une espèce de boule dans le ventre qui naît, qui grandit, qui gonfle et qui te prend toute la place, qui te ronge et qui te retire toute force vitale. T'es vide. T'as plus rien. Il n'y a plus rien qui te met en mouvement, en fait. Et t'as un dégoût de toi-même qui est prononcé. Bon, je pense que je viens de décrire une dépression. Et quand ça se passe, il faut trouver des réponses. Voilà. C'est des années, je pense, pour se remonter de ça. Et je pense que je suis bien sorti de l'ornière. Mais il reste toujours des choses qui sont maintenant devenues non pas un fardeau, mais des choses extrêmement intéressantes à investiguer en soi, en fait. Toujours pour aller vers une sorte de lumière et de conscience. Et ça passe par plusieurs thérapies, si on reprend de la première à maintenant, quels sont les différents... Oui, j'ai d'abord fait une thérapie de 4 ans qui était très classique, thérapie... c'était une psychothérapie d'inspiration analytique, donc on est très du côté freudien, 4 ans. Ça m'a bien aidé, mais voilà, je suis pas convaincu que le mouvement qui est uniquement freudien ait les réponses au mal-être des individus. En partie, oui, j'ai trouvé des clés. Puis après, j'ai commencé une autre thérapie qui était elle, beaucoup plus bulldozer, basée sur les états de conscience modifiés. Donc, notamment la respiration holotropique, qui permet d'accéder à des états de transe. Donc, c'est une sorte de respiration amplifiée, comme ça, qu'on maintient pendant un certain temps, et qui permet par des modifications que je connais pas très bien, physiologiques, qui permettent de créer un lâcher-prise total qui va nous mettre dans une autre réalité. C'est un état de conscience modifié. Donc, on ouvre la porte à un champ de conscience qui n'est pas celui qu'on a à l'état de veille habituel. Et en faisant ça, en fait, on va pouvoir revivre, pas se souvenir, on va revivre des traumatismes qui étaient cachés. Et ça, c'est évidemment curateur, puisqu'on va pouvoir mettre en lumière des choses qu'on avait oubliées, et les discuter dans la thérapie, et puis s'en trouver véritablement lavé, soigné. Et ça a marché à 90%. En tout cas, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait à un moment donné. Donc, la musique, le théâtre amateur, toutes ces choses-là, à un moment donné, c'était déjà dans ma deuxième vie, en fait. C'était déjà dans une phase de reconstruction personnelle où tu mets à l'épreuve tu mets dans la vraie vie à l'épreuve de ce que tu découvres en thérapie, et c'est un va-et-vient entre la réflexion, le décorticationnement et la vraie vie, parce qu'après il s'agit pas juste de trouver ah ouais c'est pour ça que ou d'avoir une rencontre émotionnelle avec un traumatisme. Il s'agit surtout de pouvoir réinnover des comportements nouveaux pour sortir de ces habitudes
inhibitrice, handicapante. Et donc tu as un exemple de situation que tu as revécu et que derrière dont tu as pu tirer des conséquences. Je prends peut-être un exemple récent, récent. Non, ça fait longtemps que je traque ce truc. Ça fait partie de la confiance. Hein. Donc on est toujours dans le registre de cette confiance qui fait défaut, et dans le fait d'avoir ou pas l'impression qu'on vaut la peine. Donc ailleurs, on va parler j'aime pas trop cette étiquette-là parce qu'elle est un peu facile, mais le complexe de l'imposteur. Bah, au moins, ça dit ce que ça dit. Bon, c'est bien, ouais, ok. Donc on a l'impression qu'on est un imposteur. On n'est pas légitime. Donc on n'est pas à sa place. Donc on n'a pas fait les choses. En tout cas, si on les fait, on va pas les réussir. On n'a pas le droit de les réussir. Tout ça est assez exact. Mais je pense que ça, c'est peut-être pas suffisant. C'est un petit peu réducteur. En tout cas, moi, j'étais quand même on pourrait me dire, dans cette case-là, on pourrait dire, voilà, c'est un peu réducteur, mais voilà. Et donc, c'est très récent. 1 an ou 2, maximum, que j'estime être à ma place à faire de la musique et composer. Je trouve pas que je suis compositeur. Les compositeurs, pour moi, c'est Beethoven, c'est Mozart, c'est Mahler. Enfin, voilà, ça, c'est des compositeurs. C'est monstrueux. Ce sont des génies. De se définir soi-même comme compositeur, je trouve ça un petit peu exagéré. Je fais de la musique, je mets des notes ensemble, je fais de la cuisine. Ouais, ça, ouais. Après, hein, bon. Mais n'empêche, je suis à ma place quand même. Je sais ce que je vaux. Je fais de la musique. Et ce que je fais, je sais que ça peut être pertinent. Ou ça peut peut-être être beau. J'ai quand même encore du mal à le dire. Mais globalement, je me sens à ma place. Et si je suis en nouvelle rencontre professionnelle, je me sens bien. Ça, c'est nouveau, en fait, pour moi. Peut-être que les gens avec qui je travaillais avant ne le savaient pas. Ils le découvriront dans cette interview, j'en sais rien. Mais en tout cas, peu importe. Ce qui est formidable, c'est qu'en travaillant d'arrache-pied sur ces choses-là, sur les blessures d'amour, en fait, on avance vers le fait de se débarrasser de ces mouvements intérieurs qui nous disent tout le temps est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Ou bien est-ce que tu vas être à la hauteur? À la hauteur de quoi? On fait de l'art, là. On fait de la musique. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être à la hauteur de un tel ou un tel? C'est une grosse erreur de penser qu'il faut être à la hauteur. Après, bien sûr, il faut s'équiper techniquement, il faut affiner son art, bien sûr. Et puis, il y aura vraiment des génies auxquels moi, je ne me compare pas du tout, mais ouais, c'est vraiment récent que je me dise, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail derrière. Et c'est notamment donc dû à ces moments de transe. C'est ça qui quoi, parce que c'est le fait de sortir du monde normal, du monde classique. On pourrait dire sortir du monde, mais on pourrait dire aussi rentrer en soi. Cet univers intérieur est d'une richesse folle. Je pense qu'on n'a pas conscience. Je vais évoquer quelque chose que j'ai hésité à en parler dans cette interview, mais je pense que ça vaut la peine. J'ai récemment clôturé ma thérapie. J'avais besoin de retrouver une sorte d'autonomie. Allez, on y va, quoi, c'est bon. C'était quand même très long. J'en ai eu plusieurs, quoi. Et malgré tout, je savais qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas clair. C'est délicat de parler de ça parce que j'ai envie d'en parler, en même temps c'est très intime. Je voudrais pas que ça ait l'air voyeur ou que ce soit impudique. En même temps, je trouve que ça vaut la peine. Voilà. Mais c'est très neuf, très chaud. Mais j'ai toujours un truc qui, malgré mes thérapies, qui était là. Une sorte d'ombre, une sorte de je sais pas quoi. Un truc, j'ai toujours pas les mots pour le définir, ok? Et c'est quelque chose qui rend la vie compliquée, parce que tout d'un coup, d'une heure à l'autre, t'es bien, t'es pas bien. Tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'élément, concret, quoi. Donc c'est très, très déstabilisant. Pour soi, pour l'entourage. C'est pas agréable à vivre, quoi. Et je suis tombé sur des témoignages de personnes qui avaient pris des champignons hallucinogènes, la psilocybine, et pour qui cette chose avait fait un soin unique et définitif. Tu te dis, mais c'est quoi? Bon, moi, je me suis dit au départ, mais les champignons, c'est de la drogue, quoi.
C'est quoi ce truc des années 60, des hippies avec des chemises à fleurs, et ils font tous l'amour ensemble, tout nus, même s'ils se connaissent pas. Mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Alors, on s'est renseigné, il y a une littérature qui est là-dessus, scientifique. Donc, en fait, la Suisse est en train de réautoriser les psychotropes, donc les champignons, pas que, la kétamine, l'ecstasy, donc la MDMA, toutes ces choses qui permettent à l'esprit humain de quitter la conscience habituelle. Et ils sont en train, en Suisse, et pas que, au Canada aussi, ils sont en train d'intégrer des substances psychotropes dans des thérapies pour soigner les addictions. Donc, c'est pas une drogue qui est addictive, c'est une drogue qui permet de soigner les addictions, pour soigner les syndromes de post-traumatiques, donc les gens qui ont un traumatisme important, et les dépressions qui résistent aux thérapies traditionnelles. La peur de la mort aussi. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on donne aux gens qui sont en phase terminale de cancer, par exemple. C'est quelque chose qui peut se faire parce que le rapport à la mort change. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Tu te dis, mais c'est quoi ce machin? Et du coup, de fil en aiguille, je vais faire des histoires courtes, sinon je vais passer là. Je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est un sujet qui est, à mon avis, à la fois passionnant et prometteur pour l'humanité. Mais j'en ai pris, j'ai fait ça. Et ça a été une expérience inouïe. Mais inouïe. Genre, je vais avoir du mal de le décrire, parce que c'est... Tu prends ce truc, après quelques minutes, tu te sens flotter, puis tu plonges en toi. Alors, il n'y a pas deux expériences similaires. Okay? Chacun le vit différemment, et si quelqu'un le fait plusieurs fois, jamais une expérience sera la même qu'une autre. Moi, j'ai rencontré des choses, j'ai reçu... j'ai reçu un flot d'amour inouï. Je m'attendais à tomber sur des démons, tu vois, des trucs qui me faisaient peur, des machins qui étaient encore en moi. Ben, rien de tout ça. J'ai rencontré, je sais pas quoi, j'ai rencontré un flot. J'étais une sorte de paradis. Et ce qui est formidable, c'est que je suis sorti de là avec. Donc c'est pas juste un truc que tu prends comme ça. Je sais que c'est l'usage récréatif des champignons hallucinogènes est encore bien répandu. Voilà, c'est pas légal. Certains le font de manière récréative. C'était pas du tout l'idée, quoi. Moi, je voulais expérimenter cette chose-là. Puisque j'avais déjà expérimenté les états de conscience modifiés dans la transe grâce à la respiration holotropique, mais qui avait ses limites. En tout cas, chez moi, ça ne marchait plus trop. J'ai fait ce truc-là et ça change la vie. Hein. Totalement. C'est-à-dire que le travail a fourni avant, évidemment, mais cette chose-là, c'est le truc qui me donne maintenant je sais pas comment dire. Je pense qu'il faudra plusieurs mois pour digérer cette petite expérience qui est assez récente. C'est fascinant parce que en fait, c'est une ouverture à des champs de conscience qui nous dépassent largement. C'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à l'amour. C'est pas les mots, c'est juste incroyable. Et ça soigne vraiment beaucoup de gens. Les études qui sont faites il y a une étude qui commence en France. La France, il y a quelques jours à peine, la France a lancé sa première étude à l'hôpital à Lyon, je pense. Ouais, c'est à Lyon. Donc il y a une équipe spécialisée qui va traiter un groupe test de contrôle en double aveugle pour savoir si ça fonctionne chez les gens qui ont un problème avec l'alcoolisme. Et on verra les résultats, mais dans les autres pays, notamment aux États-Unis, il y a déjà pas mal d'études qui ont été réalisées. Le score de réussite est affolant. Donc ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Les addictions les plus profondes sont réglées en une prise, ou parfois en deux. Mais c'est quoi ce truc, quoi ? Et donc, je suis content
qu'il y ait une partie scientifique qui s'empare de ce truc, parce que ça me permet d'en parler aujourd'hui sans passer pour un doux illuminé ou un mec qui a envie de s'envoyer en l'air avec des tripes, avec des éléphants roses, parce que ce côté psychédélique existe aussi. Moi, j'ai pas eu ça du tout, mais... Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Dans quel contexte tu as fait ça en groupe, seul? J'ai fait ça avec des proches en qui j'avais totalement confiance. C'est quelque chose que... Bah, quand tu lis, hein, si tu explores un peu sur Internet, il y a des chouettes chaînes, très, très chouettes, pleines de bienveillance, avec des gens qui ont expérimenté ça un peu en pionnier, idéalement à faire dans un pays dans lequel la législation le permet, puisque c'est une substance qui est toujours considérée comme une drogue dure, en fait, sans aucune vertu thérapeutique, et avec un gros risque de dépendance, ce qui est faux, mais bon, voilà. Et donc, quand tu te renseignes un petit peu, tu découvres que la première chose à faire, c'est soigner soigner le contexte. Donc, dans quel contexte on va faire cette prise? Parce que ça peut aussi mal se passer. Je veux dire, c'est un truc qui vous l'apporte, pour reprendre le terme du livre de Aldous Huxley, Les portes de la perception. Donc, c'est quand même quelque chose de très puissant. Quand ça commence, faut pas se dire, en fait, non, on va arrêter. Ben non, parce que là, c'est parti. Et quand c'est parti, c'est parti. Hein. C'est une substance qui est extrêmement puissante. Tout dépend du dosage aussi, évidemment. Mais, j'ai fait ça avec 2 personnes proches, en qui j'avais totalement confiance. Je voulais ça. Des gens qui avaient déjà de l'amour, de la bienveillance. Parce que j'avais l'intuition, où j'avais lu que c'était important, cette notion de bienveillance. D'abord, on est vulnérable, parce qu'on n'est plus même. Et puis, je voulais le faire allonger, les yeux fermés, en même ajouté un bandeau pour que la lumière du jour me dérangeait. Et ça a créé une plongée dans la prolongation de ce que je faisais avec le psychothérapeute grâce aux respirations holotropiques. Ça a fait la prolongation de cette chose-là. Et la première chose qui est frappante, c'est que ce que j'ai dit tout de suite, parce qu'en plus, mon anxiété de faire ce truc, c'était est-ce qu'on reste conscient ou pas? Et en fait, oui. Donc en fait, tu plonges profondément très loin, mais tu restes totalement conscient. Et je pouvais parler, je pouvais expliquer. D'ailleurs, on a enregistré toute la séance. On voulait garder une trace, et eux prenaient des notes. On l'a débriefé plusieurs heures après. C'était pour moi un contexte parfait. J'étais en partie équipé, et personnellement, j'avais déjà expérimenté la transe, même si elle était beaucoup moins forte que ce truc. Mais ça ne m'a pas déstabilisé. Je pense qu'il ne faut pas aborder ça comme ça. Que c'est une sacrée substance. Mais une fois qu'on y va et qu'on est prêt, que ça peut soigner tellement de gens, c'est pas magique. Donc c'est-à-dire que moi je sens qu'il y a toujours des choses qui sont en moi, mais j'ai une attitude qui est radicalement différente par rapport à ça. La première chose que j'ai trouvée en franchissant cette étape, en rentrant, une fois que j'avais absorbé les champignons, c'est me retrouver dans un endroit connu. Alors ça, c'est fascinant. Je leur ai dit, mais je connais cet endroit. Je venais là. Je venais quand j'étais enfant. Je venais chercher du réconfort, là. Ça m'a sidéré. Et j'ai vraiment reçu un amour... c'est indicible. J'ai été baigné. Je leur ai dit, on est en train de me soigner. Je sentais une vague qui passait dans mon corps comme ça. Et ça a duré longtemps, hein. Ça a duré 3 heures. Exceptionnel. En fait, je suis sorti avec une joie de vivre que je n'ai jamais connue. Une joie de vivre dont je sens qu'elle est normale chez moi, mais qu'elle a toujours été étouffée par autre chose. Et que je peux exploiter et gérer grâce à tout le chemin auparavant aussi, notamment en psychothérapie. Sans ce travail en psychothérapie, je pense que j'aurais passé un moment extraordinaire, et je pense vraiment que l'amour qu'on reçoit, il est là, mais après, c'est pas magique. Il faut continuer à bosser, méditer, travailler sa conscience, en fait. Mais j'ai un rapport à la musique qui est devenu jouissif,
quand je fais de la musique maintenant, je suis au paradis. C'est juste incroyable. Je jubile. Je fais des choses en me disant « Ouais, moi je sais faire ça, putain, j'ai fait ça avec un orchestre, ok ». Et donc là, en plus, le hasard fait que je me fais engager sur un gros projet avec un orchestre symphonique, ça va être enregistré à Londres. C'est juste, je rentre dans une équipe de compositeurs top niveau, quoi. Et c'est mais juste incroyable, parce que on va être joué par un symphonique. Moi, tu me dis ça il y a un an, j'aurais dit ouais, mais attends, comment est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Comment... Et là, j'ai été sans complexe, quoi. J'envoie mes trucs, il y a un orchestrateur qui prend ça en main, et c'est juste phénoménal, quoi. Et je vois bien que ce que je fais est plus pareil. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai toujours su faire, sauf que je le fais avec tellement plus de jouissance que ça sort, quoi. C'est un régal, quoi. Voilà. Ce projet-là, alors, en 2 mots, ouais. En quoi consiste-t-il? Alors, je me suis pas renseigné de savoir ce que je pouvais dire ou pas, en fait. Donc, c'est un truc, ce que je peux dire, c'est que c'est une équipe de compositeurs qui est spécialisée dans la musique de très gros spectacles, des inaugurations de Jeux Olympiques, des trucs comme ça, ce type de spectacle-là, et on fait la musique qui va avec le spectacle. Et ce sont des budgets respectables, et donc, ils travaillent avec les meilleurs, quoi. Donc, on va enregistrer à Londres, AR Studio, un haut lieu, quoi, fréquenté par John Williams, Hans Zimmer, tout ça. On mixe avec les mecs qui travaillent avec ces mecs-là. Donc c'est la top du top. C'est juste pas dans le cinéma habituel, qui est mon travail a priori, mais c'est juste magique, quoi. Comme les champignons. Voilà, donc oui, c'est un très très beau projet, mais que je vais pas en dire beaucoup parce que je ne sais pas ce que je peux en dire, en fait. C'est un créneau que je connais pas, donc je sais pas si je peux parler des choses ou pas. Sans faire de parallèle trop facile, mais tu as dit, dans ton existence, tu as eu cette tendance à aller un peu dans tous les sens. Oui. Finalement, c'est un petit peu le cas encore maintenant avec le boulot, oui. Mais peut-être plus cadré. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est pourquoi pas, on peut faire la musique avec tout. Voilà, c'est pour toutes les situations, sauf qu'effectivement, là, je me sens tout d'un coup comme un poisson dans l'eau, quoi. Je pense que si jamais je devais croiser Hans Zimmer maintenant, je pourrais lui serrer la pince sans être oh, mon Dieu, c'est mon Dieu vivant. Tu vois, il y a ce rapport, il y a un rapport d'égal à égal qui s'installe avec les individus parce que je cours plus après un truc. J'ai juste envie de m'amuser à faire des choses chouettes avec des gens chouettes. Mais je dirais pas que c'est nouveau, mais si, quand même, un peu de niveau pour moi, j'ai toujours un peu cavalé après quelque chose, quoi, tu vois. Et je pense que c'est humain, hein. On a tous besoin de reconnaissance. C'est pas pathologique de chercher la reconnaissance. Hein. Faut pas non plus diaboliser ce qui ne doit pas l'être, mais quand ça devient trop envahissant et que ça te pousse à faire des choix moyens ou à dire des trucs juste pour se faire remarquer ou à faire de la musique en forçant le trait, en pensant que c'est ça qu'il faut faire, alors que c'est juste, faut juste laisser faire, quoi. Voilà, quoi. Puis le rapport à la nature. La simple écoute d'une promenade dans un bois est différente. La relation avec tes parents, elle a évolué Ouais, ils sont morts. Non, je peux plaisanter, ça fait longtemps. Mais non, cette chose-là n'a pas changé. Ma relation intime avec mon papa, ma maman, mon papa, ouais, si, quand même. Mon papa, il est présent depuis quelques temps, là, ouais. Si, ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Mais je pense que c'est juste le raccommodage. C'est le fait de faire de la musique avec amour et de lui rendre grâce de m'avoir suggéré ces choses-là. La question est pertinente parce qu'en fait, je disais non pour rire comme ça, paf. Mais j'ai fait de la musique récemment, j'ai composé énormément pour ce projet récemment. Et quand je touche quelque chose qui sort de moi, mais sans que j'ai la sensation que ce soit spécialement moi, ça passe à travers moi, et que ça sonne bien, j'ai parfois une grosse émotion, et tout de suite, c'est mon papa qui est là. Tout de suite, c'est lui qui est là, parce que je lui rends grâce, je lui dis merci. Comme il est décédé, j'avais 18 ans, donc
Et quand il était vivant, je le rejetais, donc je l'ai pas connu. Donc c'est très particulier. Le fait qu'il soit là maintenant dans mon univers intérieur, dans ces moments d'émotion intense, quand la musique qui vient là me semble belle, ouais, ça a de la valeur, quoi. Et ta maman? Bah, ma maman, elle est décédée plus récemment, il y a 5 ans. Elle, pour l'instant, elle n'est pas spécialement plus présente. C'est quelqu'un avec qui j'avais fait la paix de son vivant déjà, contrairement à mon papa, qui est décédé alors que tout d'un coup, c'est hop. J'avais déjà raccommodé beaucoup de choses avec elle, donc les choses sont plus paisibles et coulantes. Donc, bon, bah, elle est décédée, donc voilà, elle est plus là. Et... voilà, quoi. Dernière chose sur la musique et sur la façon dont tu dis parfois ça me traverse, mais parfois aussi tu laisses imprégner un peu de toi, j'imagine aussi, à travers ce qui est créé. Tu veux dire quoi, que moi je suis de modifié toute ton expérience, de tout ce qu'on vient de parler finalement, oui. Est-ce que ça apparaît parfois aussi dans tes créations? J'en sais rien, franchement, ça, je sais pas te dire, c'est non, ce que je viens d'expliquer est très vivant en moi. Ça veut dire qu'il y a une grande, il y a, mais ça n'a plus rien à voir. Hein, il y a une plus grande joie à faire de la musique. Je savais déjà que j'étais fait pour ça, puisque je l'ai expliqué en détail. Et pourtant, il y a toujours de la retenue. Donc, que le propos musical que je fais, que je compose, ait changé, je pense pas. Il y a juste plus de joie dedans. Alors oui, forcément, on pourrait dire que oui, il y a quelque chose dedans, ouais. Après, je dis ça, peut-être que les gens vont écouter ce que je fais, ils me disent, bah, à quoi il vient? Il y a absolument pas de différence, quoi. Mais si, moi, je le sens, enfin, il me semble que c'est beaucoup plus jouissif, quoi. Je me sens d'autant mieux à ma place. Merci Michel, merci. Ah, c'est déjà fini? Putain. Ok. Avec plaisir. Merci à toi. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.